Passons à Deni Avdija, si tu veux bien, le troisième joueur du jour, Deni Avdija. 30 minutes par match en moyenne, Deni Avdija à Washington, au cas où ceux qui ne connaissent pas Deni Avdija. 75 matchs à Washington également, mais on peut comprendre puisque personne n'a regardé Washington, ils ont bien fait. 103 true shooting plus 3% d'efficacité relatif à la moyenne, plus 3%, sur un usage de 20%. Donc c'est pas énorme, mais c'est pas mal, hein. Mine de rien, 20% pour un petit jeune. Et justement, pour te lancer, on est vraiment sur un peu une saison de, en tout cas un début d'éclosion à Washington sur cette année 2024. Ouais, bah complètement, parce que finalement, peut-être la stat qu'il faut dire, c'est mettre en perspective ce 103 de true shooting plus avec l'année passée, où il était à 92. Il était à 92, oui. Donc là, on a vraiment un grand écart sur un échantillon qui est pas si faible que ça, comme tu l'as dit. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais alors je sais pas si, je crois que c'est Chauncey Billups, donc ça vaut ce que ça vaut, mais il a dit que c'était le meilleur joueur des Blazers cette saison. C'était sans doute lui. Mais d'ailleurs, on l'avait dans notre top 10 des joueurs qui vont exploser encore plus l'an prochain, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Exactement. Les bourgeons, c'est ça. Un draft des bourgeons, ouais, tout à fait. Et du coup, Deni Avdija, c'est devenu en fait un vrai joueur efficace et qui, comme avec beaucoup finalement, mais le scoring débloque un peu beaucoup de choses avec lui. Et moi, quelque chose que j'aime depuis son année rookie et c'est pour ça que je pense j'ai un peu d'affection pour lui, c'est en fait le côté passing qu'il a. Et du coup, le fait qu'il ait ce scoring très impressionnant, une progression impressionnante, on va être correct, fait qu'on a un joueur offensif qui est, je trouve, vraiment un vrai apport positif finalement, parce que il peut être le connecteur, il peut être plein de choses en fait, et même sur des drive and kick ou quoi maintenant, vu qu'il attire la défense, etc. C'est assez intéressant Deni Avdija. Donc je pense que je commencerai par le côté offensif avec lui. Oui, parce qu'en effet, la défense est compétente aussi, mais l'attaque, on en a déjà un peu parlé, mais c'est le shoot vient un peu débloquer pas mal de choses. Alors, à voir à quel point est-ce que le shoot est pour de vrai, entre guillemets, est-ce que c'est réel? Est-ce qu'on n'est pas aussi un peu dans une surchauffe? Mais tu vois, on prend les stats de cette année. Peut-être qu'il y a une légère surchauffe, mais je pense qu'on a quand même un bon shooter. Il y a quand même un plutôt bon shooter. Et en fait, il n'y aurait pas besoin forcément qu'il soit à 40% toute sa carrière pour que le joueur soit viable, parce que en fait, il suffirait qu'on ait juste assez au moins de catch and shoot à 3 points, et puis ça va, parce qu'il apporte plein d'autres choses. Et tu vois, on commence par le shoot parce que c'est le plus important peut-être, mais je trouve qu'il y a tout un jeu de drive aussi assez intéressant, où c'est un mec, il faut se souvenir qu'il a été drafté très tôt, un peu pour ça. 9e pick, top 10, la draft 2020, c'est parce qu'il y avait un peu de talent pur. Alors ça a mis un peu de temps, à se développer, en plus à Washington où c'était peut-être pas top, mais justement, dans sa 4e année, il est en plus, l'effectif dépeuplé, il a un peu été passé au révélateur, et ça, enfin, ça y est, ça commence un peu à exploser. Exploser, tout est relatif, mais on a enfin un peu la concrétisation de ce potentiel, de ce talent pur pour lequel il a été drafté top 10, et un peu de drive, donc une très bonne vivacité, je trouve, alors que tu le vois, il paye pas de mine, mais finalement, en termes de la capacité, un premier pas assez rapide, mine de rien, et puis une certaine fluidité dans le drive, un côté taille aussi, où justement tu le vois, tu dis il est grand, il est pas rapide, mais en fait il y a un peu les deux, et donc notamment tout ce qui est la taille autour du panier, j'aime beaucoup moi en termes de scoring finalement. Je crois qu'on avait parlé aussi, mais c'est un mec qui fait une saison record en termes de provocation de lancer franc. Il est à 16% de shooting foul percentage, donc c'est dans le 91e centile à son poste, mieux que 91% de tous les ailiers de NBA grosso modo, et je crois que c'est un score d'élite en termes de provocation de faute, donc ça fait pas mal de différence, ce côté et vivacité et taille et agressivité, et puis le passing aussi qui fait que on a un peu un mec qui est déjà un connecteur, qui je pense peut un peu gratter de valeur parfois sur la création pure en termes de pick and roll ou ce genre de choses. Alors ça reste un peu occasionnel, mais ouais, finalement tu vois, il y a quand même pas mal de choses à aimer sur ce profil. Le scoring qui est relativement complet en termes de jump shot et aussi un peu au panier, le passing, et puis on n'a même pas encore parlé de l'aspect défensif qui est aussi lui, assez intéressant. Ouais, complètement, parce que aussi son score de fautes provoquées est aussi dû à une certaine, comme tu as dit, mais une certaine puissance que je trouve on retrouve complètement défensivement, et défensivement c'est vrai que pour le coup lui c'est vrai que je le préfère vraiment on-ball. Oui. Mais il a vraiment un côté où il bouge très bien les pieds, je trouve.
et il est très puissant. Il a vraiment un haut du corps assez développé qui fait, mais ça on l'avait déjà vu la saison passée, qui fait qu'il peut vraiment résister au contact. Et du coup, je trouve que je sais pas quel profil vraiment il est idéal pour lui défensivement, mais je le catégoriserais peut-être comme un wing stopper, mais peut-être un peu un des meilleurs wing stoppers sous-estimés de NBA, quoi, en gros, quoi. Ouais. Oui, non, mais clairement, pour moi, sa valeur, c'est ça. C'est un peu ce côté, le poste 3, le wing stopper, comme tu dis, parce que franchement, il est assez intéressant. Là encore, un combo de taille et une mobilité un peu sous-estimée, à mon sens, où il peut être sur pas mal de profils de d'ailier, en fait, finalement. Et de l'autre côté, c'est vrai que, bon, c'est pas non plus un mec qui va avoir une activité off-ball énormissime, hein. Et ça, on le voit en match, on peut décortiquer des matchs. On voit aussi, tu vois, l'indicateur simple des steal percentage ou block percentage nous disent que on est plutôt moyen, voire même moyen mauvais, et qu'on a, voilà, clairement, on dépeint quelqu'un qui, en termes de défense off-ball, c'est pas là qu'il va faire son beurre, c'est pas là qu'il va créer de la valeur, mais il y a plutôt cette notion de, un peu le stopper à l'ancienne, le mec face au ballon, plutôt que le mec qui a une activité off-ball incroyable, qui va être sur la ligne de passe, qui va protéger le panier, qui va apporter au rebond. Je pense pas qu'il y a tout ça, mais au moins on a ce côté wing stopper. Et en un sens, ouais, sous-estimé, mais parce que ça paraît normal, mais très peu de monde a regardé Washington. Mais en un sens, tu vois, dès que je voyais Washington, il y avait un peu Avdia qui détonnait, quoi, parce que c'était un peu le seul joueur, je trouve, hein, un peu le seul joueur viable des deux côtés du terrain. Parce que soit tu avais un peu des. Enfin, non, j'allais dire, il y avait des défenseurs. Non, il n'y a pas de défenseurs, il y avait que des attaquants qui étaient un peu que d'un côté du terrain. Mais non, je trouve que ça méritait un peu une place là-dedans, dans ce top 100. Alors, peut-être pas très haut, mais un mec qui a un gros minutage cette année, donc plutôt une grosse importance, qui a été viable en défense, même plus que viable, très bon en défense, plus assez intéressant aussi en attaque. Voilà, ça fait mine de rien un package assez intéressant. En plus, effectivement, le connecting, on n'a pas trop parlé de ce passing-là. À part, on a dit deux mots, mais bon, le mauvais côté, c'est qu'il y a beaucoup de déchets, pour le coup. Il y a beaucoup encore de mauvaises lectures, etc. Mais l'autre côté, on a aussi quelqu'un qui, le fameux ratio de playmaking, à quel point ton jeu penche scoring versus passing, on a un ratio qui est plutôt équilibré, même plutôt qui est pas mal orienté passing, quoi, au final. Donc voilà, c'est pas non plus... tu sais, c'est parfois un peu le défaut de certains wingstoppers, c'est que je défends, mais je fais pas grand-chose de plus, quoi. Alors que là, on n'a pas trop ça, donc ouais, assez intéressant. Je pense qu'on peut aussi envoyer les gens vers le podcast qu'on a fait sur lui, sur la draft des bourgeons, justement, si vous voulez en savoir encore plus. On va pas refaire les 40 minutes qu'on a fait à l'époque, mais dans le classement, où est-ce qu'on le projette dans ce classement? Waouh, c'est une question pas évidente, mais je pense qu'il est pas si éloigné que ça enfin, il est pas dans le fond du classement, quoi, par rapport à enfin, il y a pas un gros écart entre lui et Herb Jones, qui est du coup le quatrième, je pense, du classement. Mais moi, en fait, je sais pas, parce que la fin du classement, c'est très, si je prends un joueur, j'ai envie de le mettre au-dessus, et si je prends un autre joueur, j'ai envie de le mettre en dessous. Donc, ouais, c'est pas évident. Moi, je m'étais dit peut-être je la range Jaren Johnson. Je m'étais dit ça, à peu près. Ce côté un peu les ailiers, qui sont un peu two-way, entre Keegan Murray, Jaren Johnson, Jabari Smith et Kuminga, quoi, en gros. Ouais. Donc 70, 11-12, Johnson, Smith, Kuminga. J'avoue que je les préfère un peu parce que, notamment, il y a un peu un aspect d'intérieur, quoi, de boulot d'intérieur, et que l'intérieur peut affecter plus d'actions et donc avoir plus de valeur, notamment qu'un extérieur. Quoique tu me diras, Kuminga, on est plutôt sur un ailier, mais je trouve quand même largement plus transcendant, en un sens, dans son rôle défensif. Donc je crois que je le préfère. Et après, après, tu vois, tu me diras, il y a même du Lou Dort en bas. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à Lou Dort? Ouais, ouais, c'est une bonne question, parce que les deux ont un peu sorti une saison. C'est un peu le même profil, et c'est le 3 points est rentré cette saison, quoi, et le profil défensif est là. Ouais, mais Lou Dort est à ce point génial en défense, quand même. Oui, c'est ça. Lou Dort est quand même bien meilleur défensivement. Enfin, bien meilleur, oui, je suis d'accord. Donc ouais, c'est pour ça que c'est pas évident. C'est pas forcément évident. Mais tu vois, par exemple, par rapport à un Kobe White, est-ce que je préfère Avdia, je pense, mais je préfère peut-être un Lou Dort par rapport à Avdia aussi. Donc oui, c'est vrai qu'au final, je trouve qu'en termes d'impact, le joueur qui lui ressemble peut-être le plus, c'est sans doute Luguentz-Dort. Sans doute Luguentz-Dort. Moi, je t'avoue que je pouvais aller assez bas, moi, mine de rien. Je pouvais aller assez bas parce que c'est mieux qu'avant, et je pense que c'est calibre top 100, mais tu vois, par rapport à Harrison Barnes,
Barnes, c'est quand même pas mal aussi, pour le coup. Pour toi, ça a l'air assez automatique. Il est devant des Barnes ou des DeAndre Hunter, par exemple? Ouais. Par rapport à un DeAndre Hunter et Harrison Barnes, je pense, ouais. Je pense. Il y a un nom qui me dérange, là. J'aurais envie de le coller à Nesmith, tu vois. Entre Jacques et Nesmith, un peu cette zone-là. Donc, c'est-à-dire 2-3 places en dessous de Lou Dort, qui, à mon avis, est quand même plus génial en défense que ça. Mhm. Mais Josh Hart, est-ce qu'on pourrait pas remonter Josh Hart, en fait? Oui. Oui. Bah, c'est vrai que, ouais, Josh Hart, il y a quand même énormément de valeur, alors qu'il est assez bizarre, assez, comment on dit, original, j'ai pas le mot, C'est mais atypique, ouais. atypique, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a le côté défensif, transition, rebond, polyvalent. Non, moi, je pense que Josh Hart, je le mets... En fait, moi, le nom sur lequel je bug quand je regarde la liste, et peut-être que je fais une fixette dessus, mais pour moi, c'est Klay Thompson. Tu peux le mettre plus bas que les Thompson? Ouais, en fait, je descendrais assez facilement Klay Thompson parce que je trouve qu'il y a vraiment un gros moins défensif et le plus offensif est plus autant là qu'avant. Donc ouais, tu vois, un Avdia ou Klay Thompson, je prendrais Avdia, je pense cette année, ouais. Mais Josh Hart ou Avdia, je prendrais peut-être Josh Hart aussi. Klay Thompson est moins bon qu'avant, mais c'est quand même un créateur, mine de rien. Ça reste un peu de la création offensive, même si, alors, création de la seconde unité, Oui, mais quand même, quoi. Il y a plus de volume, c'est de la création. Après, à quel point est-ce que la perte de viabilité défensive peut-être peut rentrer en compte, mais c'est, alors, c'est quand même pas le même métier, quoi. Tu vois, Avdia, il y a des bons chiffres d'efficacité, etc., mais ça crée pas non plus de l'attaque, quoi. C'est plus un non. fluidificateur, quoi. Mais, non, mais du coup, Josh Hart, jusqu'où on le remonterait, par exemple? Si, mettons, on peut dire que Avdia, on le colle à Nesmith, par exemple, un truc comme ça, entre Nesmith, Barnes Hunter, mais Josh Hart, on le met où alors? Parce que ça me dérange que Josh Hart soit derrière Avdia, par exemple. Ouais, je comprends. Je comprends parce que il y a quand même un côté un peu, enfin, il y a des aspects sur lesquels Josh Hart est élite, quoi. Mais Bah vraiment, ouais. c'est un des meilleurs de NBA. Je sais pas, au niveau d'un quickly, par exemple, tu le mets devant, je pense. Je pense que je le mets devant. Ouais. On va gratter zone Kuminga, par exemple, un truc comme ça, Ouais, j'allais dire, voilà, peut-être au niveau de Duncan Robinson, ouais. Donc ouais, Duncan Robinson, Kuminga. qui est assez haut, hein. Robinson, pour le coup aussi, mais on va pas tout refaire. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on peut le mettre dans cette zone Kuminga, Jalen Johnson, Jabari Smith, peut-être. C'est plus représentatif de son activité off-ball et de son importance aussi. Ok, bah faisons ça. Donc on remonte de 10 places, 10-15 places Josh Hart, pour le coup. Comme ça, on est plus à l'aise de voir Denis Avdia, un Derrière lui, ouais. 3&D très sympathique, qui est à côté d'autres 3&D sympathiques comme Nesmith. Bon, Jacques Zeparlat, c'est pas un 3&D, mais Barnes, Hunter, Tobias. Ok. Est-ce que ça te va, même si t'étais très haut, toi, à la base, plus haut que moi, j'ai l'impression tout de même. Oui, bah après, c'est aussi que je suis sans doute mauvais pour classer. Mais je l'avais, oui, au bas de ce classement Avdia, donc au final, à peu près là où on a mis Josh Hart. Mais oui, c'est vrai, non, ça me va assez bien parce qu'en fait, il y a aussi un côté, ouais, bah, offensivement, comme tu as dit, il n'y a pas tant de création. Et puis même le shoot, bon, on sait pas encore, quoi. On sait pas encore parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais 40% catch and shoot, l'année dernière, c'était 32. Et si on prend la courbe de la carrière, c'est vrai que c'est l'année dernière qui semble plus être une anomalie aussi, quoi. Ok, et donc petit quiz pour terminer. Nous sommes le 29 janvier 2024 et c'est un poster dunk contre un pivot des Spurs. Qui est sur le terrain au moment de ce Washington-San Antonio? Poster dunk sur un pivot des Spurs. J'imagine que si tu dis ça, c'est que c'est pas forcément Wembanyama. C'est pas Wembanyama, non. Donc je vais dire Zach Collins. Je vais dire Non, Zach ce n'est pas lui. Collins. Oh là là. Alors là, ça s'annonce. Bon, je vais commencer par les Wizards. Je vais dire Jordan Poole. Passe sur le terrain à ce moment-là. Je vais dire Bilal Koulibaly. Oui, tout à fait, Koulibaly. Attends, c'est quoi la date? Pardon? Le 29 janvier 2024. C'est avant ou après leur échange avec les Mavs? En gros, bon, je vais tenter, mais Daniel Gafford. Pas sur le terrain, non. Kuzma. Non, pas sur le terrain. Kispert. Corey Kispert. Exactement, Corey Kispert est là. Du coup, Vukcevic était pas là, vu qu'il arrive en fin de saison. Mais qui est-ce qu'il y avait, Wizards? À la main. Qu'est-ce qu'on a à la main? Tyus Jones. Exactement, la solution à tous les problèmes de Phoenix est à la main des Wizards.
évidemment. Et puis le dernier, c'est quelqu'un qui a fait Sacramento, qui a fait Détroit, un pivot, entre guillemets, sorti de Duke, drafté avant Luka Doncic. Ah, Bagley. Exactement, Marvin Bagley, ouais, sur le terrain. Ah tout oui, à fait. oui, c'est vrai. Et donc, côté Spurs, Côté Spurs, je vais dire Jeremy Sohan. non, pas sur le terrain. Je vais dire Blake Weasley. Non, pas Blake Wesley, non. Non. Donc là, j'en ai 0 concrètement aux Spurs, on 0. est d'accord. Je te soupçonne d'avoir fait exprès d'avoir... En fait, je sais pourquoi t'as pas dit quel pivot des Spurs c'était. Parce que tu sais pas prononcer son nom. Et du coup, je vais dire Mamou. Mamou, Ah et non, après, non, je non, sais pas c'est pas comment... Mamou non plus. C'est pas Mamou non plus. Non, non. Donc toujours 0, on est d'accord. Toujours 0. Ok. Trey Jones, s'il y a Trey Jones. Trey Jones, oui, on est sur le John Sico, le match des frères. On a quelqu'un où, quand t'as une assiette sale, qu'est-ce que tu fais? Ouais, Devin Vassell. Devin Vassell, tout à fait, tu fais la vaisselle, exactement. Ensuite, on a un ailier qui est parti en Europe d'ailleurs, depuis. Un ailier qui est reparti en Europe, qui était arrivé en NBA aux Cavs. Il a fait quelques temps aux Cavs. C'est chez Diosman. Exactement, chez Osman, tout à fait. Un ancien de Kentucky, qui tarde un peu à exploser, mais qui a donné son numéro à Chris Paul dernièrement. Qui a donné donc le numéro 3 à Chris Paul. Keldon Johnson. Exactement, Keldon Johnson. Et donc, reste l'homme postérisé. Du coup, Wemby. Pas Wemby. Ah, tu l'avais pas proposé, mais non, c'est pas Wemby. C'est pas Wemby, c'est pas Mou, c'est pas Zach Collins. Mais qui est donc ce pivot? Barlow. Exactement, Enfin, c'est Dominique Barlow, ouais, tout à fait. Ah ouais, ok, ouais. Okay. Tu vois, c'était pas infaisable. C'est compliqué, quoi. J'ai quand même dit, là, la fin, c'était chaud. Non, mais je te demandais pas de trouver Eugène Omorouyi, par exemple. Tu vois, Ah oui. Dominique Barlow, c'est sympathique, quand même, c'est pas mal. Mais, oui, mais bref. C'est un peu hipster. Ah bah, c'est totalement l'hipster team, d'ailleurs. Wink wink, rendez-vous bientôt.